Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce second épisode consacré à mon analyse des théories de la psychologie freudienne et celles à venir notamment dans l'instruction des cours à l'université, ce que j'appelle les cours de la FUC. Donc, dans un premier temps du reportage, je vous ai mis quelques questionnements quant à ma légitimité à parler sur ces sujets-là, à juger ces auteurs et à vous faire donc une analyse critique sur toutes ces théories. Je dis bien théories, car ce ne sont que des théories qui ont usurpé le terme de science. Et donc, dans un second temps de la diapo, vous avez l'analyse des cours. Donc, étant donné que la diapo est assez longue et mon analyse assez longue également, j'ai décidé de découper les épisodes en 1 heure environ. Donc, ça ne correspond pas forcément avec la conclusion d'un raisonnement, mais uniquement pour des soucis de méthodologie, de clarté pour vous et de facilité pour visionner les reportages. Durant le reportage, n'hésitez pas à couper plusieurs fois, par exemple, si vous avez autre chose à faire ou que vous voulez vous reposer ou passer à autre chose, et à revenir par la suite dans le raisonnement, parce que j'analyse beaucoup d'arguments, beaucoup de notions, et des fois c'est un peu dense, donc pour un souci pour vous de clarté, n'hésitez pas à couper la diapo. Mais moi, par contre, j'ai préféré dans ces sujets-là faire tout d'un coup. Voilà, je vous souhaite une bonne réflexion et que Dieu vous garde. Qui se poserait légitimement la question de savoir qu'est-ce qui m'autorise à parler aussi librement de certains auteurs et de certains concepts, certaines théories et de juger certains écrits, au-delà évidemment du bon sens qui appartient à tout le monde et du Saint-Esprit que Dieu donne généreusement à tous les êtres humains ayant une bonne volonté. Donc au-delà de ça, je peux m'appuyer sur des études, sur les mêmes études que celles que je suis en train de critiquer. C'est-à-dire que j'ai effectué une licence de philosophie que j'ai obtenue en 2012. J'ai obtenu une licence d'art plastique en 2015. Et j'ai également ce qu'on appelle anciennement un DUG, c'est-à-dire les 2 années avant la licence, ou qu'on appelle plus communément le diplôme d'études universitaires générales, en sciences humaines et sociales, mention philosophie. Sauf que, comme je vous ai dit, mon paradigme a été de constater que dans ces universités-là, on ne professait que des théories fausses, des théories qu'en général, on avait l'audace d'élever au grade de connaissance et qu'en réalité, toutes sortes de connaissances ou de recherches individuelles étaient complètement sclérosées, cloisonnées, rendant impossible toute réelle réflexion, aussi bien sociale, philosophique et même artistique. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de me consacrer et de consacrer mon temps à quelque chose de beaucoup plus épanouissant, et je considère avec YouTube que cela m'apporte beaucoup plus et j'apporte beaucoup plus de choses aux gens. Voilà. Pourquoi j'ai donc voulu absolument revenir sur l'analyse de toutes ces théories-là qu'on professe, sur le savoir qui est enseigné à l'université, parce que j'y ai passé énormément de temps. Comment dire, j'ai pas toujours fait preuve de soumission intellectuelle, donc j'ai pas forcément eu mes années directement, et j'ai même dû arrêter les études de droit parce que je ne pouvais plus cautionner cette mentalité et le fait qu'on nous instruise la déconstruction de notre pays, la déconstruction d'une législation juste sous couvert de pseudo-liberté et d'imposition d'un système étatique européen que personne n'a décidé. Voilà. Sachant que le système étatique actuel n'a jamais été remis en question et que pour moi, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc à partir du moment où on est encore dans un régime qui ne prend pas en compte le suffrage exprimé en fonction de tous les gens qui ont accepté ou non de s'exprimer pour ce régime-là, je considère que nous ne sommes pas dans un système juste. Parce que en réalité, la parole n'est pas égale à tous. La parole n'est donnée que ceux qui cautionnent. Donc à un moment, ça va bien, on ne peut pas continuer dans ce régime-là. Surtout concernant toutes les disciplines comme ça,
pseudo-scientifico-philosophique, parce que Freud, c'est ça, c'est de la philosophie, mais monsieur, ça le saoulait, en fait, hein, d'être rangé au niveau des philosophes, et donc juste des théoriciens, hein, des conceptualistes, on va dire. Et donc, du coup, comme c'était la mode, hein, il a voulu mettre une petite sauce scientifique dans sa théorie, sauf qu'il n'y a rien de scientifique. Et justement, le fait d'avoir usurpé cette ce terme et d'avoir comme ça initié une pseudo-science dans ce domaine qui est totalement théorique, ça a procuré un pouvoir énorme à cette discipline jusqu'à la capacité et la possibilité de donner des médicaments et de droguer les gens, alors qu'en réalité, ils ne reviennent jamais sur les fonds des problèmes qui sont des problèmes intellectuels, des problèmes moraux et des problèmes affectifs. Voilà. Je ne veux même pas utiliser le terme de problème de conscience ou pas de conscience, de problème justement d'inconscient ou de pulsion ou de traumatisme quelconque, parce que tous ces termes-là ont totalement été souillés par la théorie freudienne. Et aujourd'hui, si vous constatez bien, même dans les médias, dans les journaux, dans la littérature, partout, on est incapable de vous présenter une explication du monde de l'être humain et de son existence sans vous proposer un mythe quelconque freudien ou psychologique. Alors que ce ne sont que des mythes. Donc à un moment, il faut revenir sur toutes ces pratiques-là, parce que c'est ça sur lequel se base énormément d'injustices. Le fait qu'on comprenne des gens comme ça pour justifier devant les tribunaux le retrait d'enfants à des parents, non, c'est juste scandaleux. Je peux vous donner le cas d'une femme, là, elle a à peu près une cinquantaine d'années, hein, 45, 50 ans, voilà. On lui a retiré sa fille parce qu'elle s'est retrouvée à la rue. Et au lieu qu'on l'aide pour trouver un logement et qu'on lui permette d'élever sa fille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont laissé, ce système l'a laissé être dans la merde, hein, et il lui a retiré sa fille. Bon, à la limite, on peut se dire c'est un moyen de précaution, etc. Sauf que la nana, elle a retrouvé un appartement et on lui a pas rendu sa fille. Alors qu'il est là, elle a passé Noël toute seule. Hein, là, elle va passer le nouvel an toute seule. Sa gamine, maintenant, elle a 12 ans. Hein, alors que on lui a enlevé quand elle avait 4-5 ans. Donc la gamine, quand les rares fois où elle peut la voir, elle se souvient même pas d'elle. Il n'y a aucun lien affectif. Au contraire, c'est plus de la répulsion. Parce qu'elle est bien mieux dans la famille qui l'a accueillie et qui lui offre tout. Hein, qui du coup la laisse s'éduquer dans un univers matérialiste, loin de la fidélité due à ses parents. Voilà. Et ça, c'est ça qui me choque. Ça me choque profondément, parce que encore qu'on enlève l'enfant pour protéger l'enfant de la rue, etc., mais qu'on refuse de rendre l'enfant... Ah oui, c'est ça. C'est que en fait, du fait qu'on lui a enlevé son enfant et que quand même cette femme ait vécu tout ça, bah forcément, elle n'est pas joyeuse tous les jours. Et du coup, lui a envoyé voir des usurpateurs comme ça, des psychologues qui ont rien prouvé du tout sur leurs faits et sur leurs dires, pour la décréter dépressive. Voilà. Et maintenant qu'elle est décrétée dépressive, eh ben, le juge refuse de lui rendre son enfant. Est-ce que vous vous rendez compte quand même dans quel état on est? Évidemment, bah, ça la rend encore plus mal. Hein. Donc voilà, bravo. Bravo ce régime. C'est ça, c'est ça que ça a permis, cette discipline. C'est ça que le régime permet. C'est juste un scandale. C'est juste un scandale. Donc, non seulement ma légitimité vient du fait que, par le bon sens, il faut absolument agir pour contrer ce genre d'idéologie néfaste, et qui a prouvé qu'ils ont été néfastes, et ensuite, évidemment, mon parcours universitaire qui me permet d'analyser les termes et de comprendre aussi leur mentalité. Parce que forcément, quand on est plongé dedans de force, bon, on comprend mieux après... ce qu'on a dû subir pendant toutes ces années universitaires. Analyse du contenu des cours universitaires à partir de ces théories freudiennes et psychologiques à venir. Dans la seconde partie de cette diapo, je voudrais poursuivre avec l'analyse concrète de ce qui est appris à l'université dans le domaine de l'art.
notamment sous couvert de psychologie, de psychanalyse de l'œuvre, d'interprétation psychanalytique de l'œuvre, etc. En fait, tous les termes qu'on pourrait construire de manière novlanguesque, on va dire, pour essayer de déconstruire les notions de beauté, les notions d'harmonie, de canon de beauté, toutes ces notions-là qui ont été introduites dès le Moyen-Âge et dès la Renaissance. Et voilà. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Bah, ça, c'est des cours que le CNED envoie en fait à ses étudiants qui veulent faire une licence d'art, mais qui ne veulent pas aller à la fac. À la fac, pardon. Ils ne veulent pas aller à la fac. Et donc, du coup, ça, c'est bien parce qu'au moins, vous avez les textes écrits des profs. Donc, vous avez directement les preuves de leur corruption intellectuelle. Donc, ça, c'est composé de quoi? Alors, je vais vous faire rapidement la première année. La première année, introduction à l'art du XXe siècle. Voilà. Donc, vous voyez, on commence au XIXe siècle. Voilà. Et on commence pas à l'Antiquité, ou on commence pas au Moyen-Âge, ni à la Renaissance, non. On commence dans l'époque contemporaine. Voilà. Et ça, c'est le plus choquant déjà, c'est-à-dire en fait, on commence à apprendre la discipline avec tout ce qu'il y a de plus déconstruit, de tout ce qu'il y a de plus immoral, de tout ce qui a perdu en réalité les notions de canon de beauté, de repères par rapport à l'harmonie. Donc voilà. Donc, dessin contemporain, hein. Je sais pas si je vais me... Ouais, si, quand même. Je vous en montre quelques-uns, hein, quand même. Voilà. Donc, génial. Introduction à l'art du XXe siècle. Encore dessin contemporain. Pareil. Philosophie de l'art. Ça va, hein. Ça va. Tranquille, quoi. Vous voyez, la réflexion philosophique sur les arts, en première année, ça se résume à ça. Vous voyez, à la limite, l'histoire juste du 19e siècle, comparée, je sais pas. Non, il n'y a pas un souci, non? Non? Non, ça passe? Contemporain, normal. Voilà. Hein, l'histoire de la philo, elle fait même pas 2 fois le volume de l'introduction. C'est même pas toute l'histoire, c'est juste l'introduction à l'art. C'est quand même très très fort. Après, espace, volume, couleur. Voilà. Ensuite, introduction à l'art du XXe siècle. Si ça ne vous suffisait pas, un deuxième gros volume. Introduction à l'art du XXe siècle. Là, ça va. Tranquille. Pratique plastique bidimensionnelle. Donc, pour faire des installations toutes pourries. Ah, dommage, il n'y a pas de photo là, mais sinon je vous en aurais montré. Acquis informatique. Alors ça, c'est un truc qui n'a servi à rien du tout. Mais à rien du tout. On a essayé de nous apprendre à nous servir d'un logiciel qui ne fonctionne pas, qui est en anglais, dont personne n'a la traduction, dont ils nous ont même pas filé un manuel. Et au final, bah franchement, tout le monde s'est planté à part les super geeks, quoi. Il y a 2% dans la classe qui ont réussi ce truc, les autres, jamais rien compris, quoi. Philosophie de l'art, tout simplement parce qu'ils font exprès pour pas que vous soyez performant en informatique, parce que imaginez après si vous craquiez tout leur système d'un seul coup parce que vous êtes un peu vénère. Création personnelle. Voilà. Dès la première année, c'est vous qui créez la norme. C'est pas vous apprenez la norme, non, c'est vous créez la norme. Sauf que la beauté, c'est pas nous qui créons la norme. La beauté existe en soi, elle se reconnaît. C'est comme la liberté, c'est une substance qui est universellement répandue. Donc encore création personnelle, si ça vous avait pas suffi. Pratique de l'image. Ah, ça c'est important, l'image, ça c'est quelque chose de... Voilà. Dommage, il n'y a pas... justement, il n'y a pas d'image dans le fascicule, dommage. Et image fixe et en mouvement. Voilà. Donc rien que ça, c'est la première année. Donc, d'un certain côté, je devrais remercier mes profs, hein, parce que si j'ai une telle maîtrise de l'outil fixe et en mouvement, ben merci en fait. Hein, voilà.
Hein. Ils m'ont appris que la subversion était un art. Donc, je deviens subversive. Je sais même plus parler, excusez-moi, mais bon, j'espère que vous m'avez compris, quoi. Donc, ça, c'est que la première année. Donc, je vais vous chercher la deuxième année. Attention, tenez-vous bien. Voilà, donc là, vous avez la deuxième année, exactement de la même substance, en fait, en gros. Hein. Voilà. Donc, bon, je crois que vous vous rendez pas bien compte, en fait, à cause de... Voilà, je vais mettre comme ça vous verrez peut-être un peu mieux la taille des trucs. Voilà, donc pratique différenciée. Si vous savez pas, c'est pas grave, je vous dis vite fait, comme ça, vous pouvez imaginer la substance du truc. Dessin contemporain, étude et production de texte. Bon, j'avoue, je me suis bien amusée, hein, mais bon. Histoire de l'art. Histoire de l'art, 19e siècle, 20e. Histoire de l'art encore. Dessin contemporain. Dessin contemporain. Philosophie de l'art qui a un tout petit peu grossi, mais vraiment pas beaucoup. Histoire de l'art. Encore. Histoire de l'art encore. Philosophie de l'art. La modernité. Par contre, c'est marrant parce que c'est toujours les mêmes trucs. Hein. Ils vont pas vous faire étudier l'art pieux. Hein, non, ça les ferait chier. Hein. Ou l'art des manuscrits, ou l'art d'enluminer les choses, ou l'art des textes sacrés. Non, ça, non. Hein. Non. Ça, ils préfèrent contribuer à la modification de tout. Hein, et ça leur plaît bien, ça. Dessin contemporain. Et en plus, les gens, ils changent. Ils acceptent de tout changer. Bon, ouais, bon, on va se soumettre. Non, excusez-moi, moi, je me soumettrai pas. Hein. Je change rien du tout. Hein. Ce que j'ai appris, ce que mes parents m'ont appris, j'ai bien l'intention de le transmettre tel quel. Hein. Donc, pratique différenciée. Et puis à la limite, c'est même pas ce que mes parents m'ont instruit, c'est ce que l'Esprit Saint m'a instruit. Parce qu'au bout d'un moment, on se détache de la culture de ses parents pour devenir soi-même mature universellement, pour pouvoir vivre partout. Et ça, c'est que grâce à la sagesse. Et la sagesse, on l'acquiert que avec la connaissance de Dieu en lisant la Bible. Donc à un moment, si ça plaît pas ce que je dis, bah tant pis, changer de chaîne. Mais il va falloir aussi le dire, et il va falloir que les chrétiens assument de porter le message de l'évangile. Hein, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre parce que, bon, voilà, on voit les conséquences que ça produit. Toute la merde institutionnelle, tout ce qu'on apprend aux gamins qui veulent rien dire. Donc je vais vous chercher la troisième année. Voilà, donc là je vous ai rajouté la troisième année. Donc hop, on va redresser un peu. Et que vous ayez bien tout. Voilà, donc ça se compose de quoi cette troisième superbe année? Ben à peu près pareil. En substance. Donc démarche et création encore. Pratique différenciée. Donc en fait, en substance, toujours pareil. Hein, c'est vous créez votre propre norme. Et puis, si le prof, il aime bien de manière subjective, il vous met une bonne note. Quoi. Pratique différenciée encore. Ça veut dire, en fait, on change juste de médium. C'est-à-dire qu'un dessin, on va faire au feutre. L'autre, on va faire au crayon papier. Quoi. Mais en substance, c'est un peu, vous faites un gribouillage, que vous voulez, n'importe quoi. Voilà. Prenez du bon temps et puis on vous mettra une bonne note. Quoi. Démarche et création. Ça, c'est important parce qu'il faut quand même expliquer une démarche. Ça, c'est hyper important. Quoi. Vous pouvez créer tout et n'importe quoi. Vous pouvez même chier devant le prof et mettre une fleur dessus. Du moment que vous pouvez expliquer votre démarche, il n'y a pas de problème. Mais là, la cohérence par rapport à la sagesse du monde, non, ça, on s'en fout. On s'en fout complètement. On s'en fout. Hein, on fout la honte à l'Occident, on fout la honte à la culture française, à la culture européenne. C'est pas grave. Les étrangers qui viennent d'arriver, ils vont croire qu'on est tous comme ça, mais c'est pas grave. Laissons faire. Hein. Non, je suis désolée, moi je suis obligée d'ouvrir ma bouche pour que les gens, au moins les étrangers qui arrivent et tout, bah, ils sachent qu'on n'est pas tous comme ça et qu'il y a des gens qui se respectent et qui sont pas d'accord avec tout ce qu'ils racontent, avec ce qu'ils mettent dans les musées, avec ce qu'ils vous apprennent sur la beauté, sur soi-disant la liberté de l'Occident, etc. Non, moi j'ai honte quand il y a des œuvres contemporaines qui vont s'expatrier dans le monde entier, parce que quand je me dis que les gens ils vont regarder ça en pensant que ça c'est l'art occidental, eh ben merde alors. Hein. Donc pratique différenciée encore, et vous voyez les cours ne veulent rien dire. Hein. Démarche et création, donc expliquez votre démarche, c'est le plus important. Pratique différenciée, voilà. Donc moi ma démarche dans tout ça, c'est une démarche d'analyse critique. Je vous le dis comme ça. Voilà, je suis couvert artistiquement. Hein. J'ai ma licence, couverte artistiquement. Hein. Le médium, c'est... vous avez eu la vidéo normalement avant, hein, c'est-à-dire... Ah non, peut-être vous l'avez pas eu, ma vidéo concernant YouTube, où je vous disais que j'avais fait de vous mes yeux.
Alors, si vous ne l'avez pas eu, bah, je vous explique. Hein, le concept artistique dans cette vidéo, c'est quoi? Et dans toutes mes diapos, c'est qu'en fait, je vous ai mis à la place de mes yeux. Vous avez mes mains, donc je suis vos mains en fait, et vous êtes mes yeux et je suis votre conscience. Donc voilà ma démarche, voilà mon médium, la vidéo. Ma démarche critique et analyse critique de la société du 21e siècle pour laisser un témoignage aux générations futures concernant mon vécu hein, sur cette terre. Voilà. Donc on continue pratique artistique dans le champ social. Voilà. Histoire de l'art. Pédagogie et didactique des pratiques plastiques. Pédagogie et didactique des pratiques plastiques. Non mais on rigole. Histoire de l'art contemporain. Donc vous voyez, soit c'est de l'histoire, soit c'est de la philo, soit sinon c'est des trucs qui vous disent bah créez ce que vous voulez et puis on vous mettra une bonne note quoi. Donc pourquoi je vous parle de ça alors qu'on parlait de Freud? Parce qu'une partie de ces cours-là, en fait, se base justement sur des mythes antiques, sur l'interprétation et la généralisation des mythes antiques, soit par rapport à l'interprétation de la beauté, de la construction de la beauté, l'interprétation de l'art, etc. Et surtout, essentiellement, comme base sur la subjectivité, sur l'interprétation des rêves, etc. Il y a un lien très très ténu entre l'art du XXe siècle et tout ce qui est spiritisme, tout ce qui est création sous inspiration quelconque, on va dire, revendiquée, hein, que ça soit de l'âme, de l'au-delà, des morts, ou voilà, il y a eu énormément d'expériences entre l'art et puis tout ce qui est satanisme, sans oublier les images qu'on peut voir, hein. Moi j'apparente ça à du satanisme, hein. Il y a certaines choses, surtout les vidéos qui sont construites, si vous allez à la FIAC ou quoi, et que vous voyez... les vidéos qui sont construites et montées, non, ça s'apparente vraiment en fait à un viol oculaire. On vous viole l'esprit, on vous viole l'âme avec ces images-là. Donc, je vais vous dire précisément pourquoi on en arrive à là. On en arrive à là parce qu'il y a une matière qui est très intéressante. C'est au semestre 2, sciences humaines appliquées à l'art. Voilà. Et alors ça, en substance, qu'est-ce que ça apporte en fait? Ça apporte un énorme blasphème de la culture chrétienne sous couvert d'interprétation subjective des arts. Donc et des œuvres. Et c'est juste une monstruosité intellectuelle. Une monstruosité. Je vais vous lire quelques extraits et on va en faire l'analyse. Et vous allez comprendre... où je veux en venir, notamment par rapport à l'analyse de 3 œuvres que ce cours propose de montrer comme exemple pour nous aider en fait à remplir à remplir notre copie en fait à la fin du semestre. Donc je vais vous lire en substance un peu ce que raconte ce cours. Alors, ce cours du second semestre de 3e année de licence d'art plastique porte sur la psychanalyse de la création et de la réception. Voilà. Donc ça veut dire en fait ce que vous, dans votre esprit, vous comprenez ou vous faites par rapport à la création et la réception des œuvres. Voilà. Donc le problème, c'est l'utilisation des termes sur la psychanalyse de la création et de la réception. Est-ce que vous voyez, au lieu de marquer ce cours du second semestre de 3e année de licence d'art porte sur l'analyse de la création et de la réception des œuvres, parce que c'est ce que c'est, on va vous mettre porte sur la psychanalyse de la création et de la réception. Et c'est là où commence vraiment la novlangue en réalité. C'est quand on commence à mettre derrière des faits qui sont simples et naturels à chaque être humain, ça veut dire l'analyse, l'utilisation de la raison, quand on enlève ce terme-là pour le remplacer par des théories et des systèmes de pensée, par des stéréotypes de pensée. Parce que la psychanalyse, c'est ça. Ce sont des stéréotypes de pensée. Et on va en avoir tout de suite la démonstration, parce que le cours se poursuit comment? Il se poursuit par quels processus libidinaux
inconscients sont susceptibles d'intervenir dans l'activité créatrice de l'artiste et dans l'activité réceptrice du spectateur ou de l'amateur d'art. Point d'interrogation. Certaines motivations de nos choix créatifs ou de nos goûts esthétiques ne nous échappent-elles pas en partie? Point d'interrogation. Nos élans créatifs, comme nos inhibitions créatrices, nos enthousiasmes esthétiques, comme nos répulsions esthétiques, n'ont-ils pas souvent quelque chose d'énigmatique? Voilà. En tant que science humaine appliquée à l'art, la psychanalyse s'attache notamment à étudier ces forces inconscientes qui, pour être invisibles, n'en sont pas moins actives dans le processus de création et de réception des œuvres d'art. Mais nous n'avons absolument, là aussi, encore aucune preuve de la véracité des théories psychanalytiques et de la psychanalyse. Et est-ce que tout simplement, au lieu de parler de psychanalyse, il ne faudrait pas mettre tout simplement le terme de analyse? Et même le fait de parler de processus libidineux inconscient, c'est pervers. C'est pervers. Parce que c'est partir du principe que vous ne maîtrisez pas votre sexualité. Vous ne maîtrisez pas vos désirs, que vos désirs sont inconscients. Mais c'est un scandale. Et Freud, il a quand même réussi ce formidable tour de main qui est de faire croire à l'humanité que nos désirs ne nous viennent pas de nous-mêmes, mais ils nous viennent d'un autre en nous-mêmes. Hein? Donc ça veut dire en fait que voilà ce que je vous disais en début de diapo, c'est que nous ne sommes pas maîtres en nous. Mais alors qui est maître en nous? Si nous ne sommes pas maîtres en nous? Le diable? Non, je suis désolée, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne laisse pas le diable rentrer en moi. Moi, je pense que je suis maître en moi et que je suis libre et qu'il y a certaines choses, on n'a pas à rentrer dedans et que c'est une force de pouvoir dire non et que certaines personnes n'ont pas cette capacité de dire non parce qu'elles n'ont pas été éduquées à ça. Et du coup, elles se retrouvent dans des situations conflictuelles entre le corps et l'âme et le cœur. Mais tout ça, c'est dû à un manque de religion spirituelle. Le désir, c'est culturel aussi. Le désir, on ne laisse pas aller ses passions à tout va. Et ça, c'est toute la philosophie du XVIe et du XVIIe siècle qui apprend à maîtriser ses passions. Mais nous, dans notre société, on n'est pas du tout dans ce... On est à l'opposé total de cette société. Et c'est pour ça que cette société se moque éperdument de la royauté, de tout ce que la chrétienté a pu apporter en termes de réflexion sur l'individualité, sur la spiritualité, au-delà même du régime. Voilà. Là, on ne parle même pas du régime, on parle de la forme spirituelle, c'est-à-dire d'une civilisation qui n'a pas honte de son Dieu, qui n'a pas honte d'elle-même. Et qui ne va pas chercher derrière des théories fumeuses qui ne sont même pas prouvées empiriquement pour expliquer ce qu'est l'âme, ce qu'est le corps, ce qu'est l'être humain et comment il se sent et pourquoi des fois il ne se sent pas bien. Alors que des fois, oui, c'est normal de ne pas se sentir bien, point. Il n'y a pas à chercher d'autres explications. Et c'est un processus. Donc, quel processus libidinaux, inconscients sont susceptibles d'intervenir dans l'activité créatrice de l'artiste? Voilà. Alors en fait, ce cours-là, il va vous parler de la création artistique basée à partir de la sexualité. Voilà. Et de vos désirs inconscients, c'est-à-dire tout ce qui est pulsion, etc. Donc ça, dès la première page, ça vous introduit tout de suite le contexte. Et c'est tout à fait le contexte de Freud. Et encore, c'est pas plus grave. Alors, on continue. Et dans l'activité réceptrice du spectateur ou de l'amateur d'art. Ça veut dire que ça va même se répercuter sur les gens qui regardent et sur les amateurs d'art. Donc, c'est marrant que nous, quand on leur dit « Non, mais vos œuvres, elles nous pervertissent le regard, ils ne veulent pas nous croire. » Par contre, quand ils veulent vous faire travailler sur les processus libidinaux inconscients, là, ils sont prêts à accepter qu'il y a une réception de la part du spectateur et de l'amateur d'art. Quand ils vous présentent une croix qui est plongée dans la pisse et que vous leur dites ça m'offense, ils vont vous dire non, non, non. Mais par contre, là, ils vont vous dire ouais, si.
inconsciemment, tu dois avoir un petit complexe d'Oedipe quelque part. Hein? Là, par contre, ils vont vous trouver des arguments pour vous dire que, ouais, hein, en fait, vous n'allez pas bien parce que vous êtes un frustré de la nature et que c'est pour ça que ça vous offense. Donc, certaines motivations de nos choix créatifs ou de nos goûts esthétiques ne nous échappent-elles pas en partie? Vous vous rendez compte? On est encore là, comme ils nous apprennent hein, depuis le début de tout ça. Hein, c'est qu'on apprend à être en dehors de soi. Voilà, c'est pas nous, c'est pas notre responsabilité, le monde. Ensuite, nos élans créatifs comme nos inhibitions créatrices, nos enthousiasmes esthétiques, n'ont-elles pas souvent quelque chose d'énigmatique? Alors, c'est vrai que leur création, souvent, on comprend pas bien ce qu'ils font. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Des fois, c'est un côté un peu énigmatique. Là, je veux bien la reconnaître. Mais moi, quand je crée quelque chose, quand je crée une œuvre d'art, c'est loin d'être énigmatique. Hein. C'est au contraire. Je peux expliquer chaque chose, chaque place. Je peux tout expliquer. Il n'y a pas de souci. Alors, tout à l'heure, je disais que donc, la théorie freudienne est indissociable de la sexualité. Et c'est vrai. Regardez, il a marqué. La psychanalyse freudienne est indissociablement liée à une théorie de la libido. Voilà. C'est la sexualité, c'est le désir. C'est le fait d'exciter et d'inciter les pensées sexuelles dans son âme, qui crée les désirs. En fait, c'est le fait de les appeler, c'est le fantasme un peu, c'est ça. Voilà. Et Freud n'a travaillé que là-dessus. Et donc, dans nos études d'art, on nous propose de travailler à partir de ça. Voilà. Mais comment c'est possible que nos parents, ils acceptent et ils tolèrent qu'on continue de nous faire travailler sur ce genre de trucs? Et comment eux-mêmes, ils ont toléré étudier ce genre de choses quand ils sont issus de la chrétienté qui justement rejette et abjecte la soumission pure et dure au corps et aux attraits charnels et parce qu'il y a avant tout l'impact intellectuel sur le monde qui est premier. On n'est pas là pour kiffer le monde, et puis on ferme les yeux sur tout. Non, on peut kiffer le monde seulement à partir du moment où le monde il est dirigé avec raison, et là on peut se reposer en paix. Mais alors que cette société, elle fait la fête à tour de bras, alors que ça va pas bien de tous les côtés. Donc moi je comprends pas, je comprends pas. C'est pour ça que moi là, pendant les fêtes, le 1er et tout, 1er janvier et tout ça, moi je vais pas faire la fête, je vous le dis, parce que ça m'intéresse pas de fêter la fête de ça. Non, c'était à Noël qu'il fallait faire la fête. Voilà, c'était à Noël qu'il fallait venir défendre votre foi, défendre la société, en demandant à Dieu un vrai changement. Moi, je veux pas un changement, je veux pas m'intégrer à un truc étatique, donc je veux pas faire la fête le 1er janvier où il y a toutes les lois pourries qu'ils ont fait qui vont rentrer en vigueur. Non, ça m'intéresse pas. Donc, je pense que pendant les fêtes, vous allez avoir pas mal de mes vidéos. Et voilà. Et bah, bonne fête à vous, hein, et puis bonne année, mais excusez-moi, mais moi, vu l'état du monde et vu ce qui se passe, franchement, j'ai pas trop envie de faire la fête pour ce régime et avec ce régime. Donc là, les vœux du président, wouhou, il y a déjà 4 jours, j'y ai pensé, je me suis dit, il va falloir que je sois forte. Il va falloir que je me motive. Alors, je sais pas trop si je vais les regarder en direct ou pas, ou plutôt les regarder 4 jours après. Hein. Laisser tout le monde le temps de faire son analyse. Et puis peut-être 4 jours après, ou peut-être pas, peut-être même pas. Sinon, je me suis dit ça, je me suis dit ne rien faire du tout aussi, c'est un bon pied de nez, parce qu'au final, qu'est-ce que ça m'apporte? Les vœux de ces gens-là, ils sont hypocrites. Hein? Je m'en fous. Est-ce qu'il va reconnaître le mec qui fait des épandages au-dessus de notre gueule tous les jours? Non. Bon, bah alors pourquoi je me ferais chier à écouter son discours? J'en ai rien à foutre. Hein? Alors qu'il est ce mec, il a élu à 20%. Non, c'est bon. Même le roi, même Louis XX, il ferait mieux à 20%. Hein. Je suis sûre, on fait une élection pour savoir qui veut voter pour Louis XX, hein, qui est en exil. Ah bah là, je suis sûre que là, il y a plus de 20% de la population qui se déplace. Je suis sûre que le gars, on le remet sur le trône, fissa. Par rapport à tous les corrompus qui sont là, oh là là, tranquille. Hein. Alors là, normal, on lui redonne son trône, mais bah, déjà, étant donné que c'est même pas le peuple qui a tué le roi, à un moment, je sais pas, il va falloir peut-être réclamer réparation quand même, non? Au moins la mémoire historique. On va être hypocrite comme ça? Hein? Et eux, même pas, ils vont remercier Louis XVI grâce à qui ils ont quand même l'Amérique? Non? Hein?
contraire, ça devrait être leur idole, ça devrait être leur maître. Moi, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils font. Donc, on continue parce que sinon, pour en avoir des heures, je voudrais pas que ça dure trop longtemps non plus. Et on a quand même encore beaucoup de choses à analyser. Donc, bon. Alors, la psychanalyse freudienne est indissolublement liée à une théorie de la libido désignant l'aspect psychique de la sexualité humaine. Voilà, ce que je vous disais, l'esprit humain. Hein? Et on va exciter l'esprit humain dans la création de l'art. Voilà. Mais alors, je vous rappelle quand même qu'au Moyen-Âge et à la Renaissance, ils excitaient l'âme en vue de la raison et de la sagesse et du lien avec Dieu, pour exalter le dialogue, pour faire l'éloge du dialogue et de l'alliance entre les humains et Dieu. Et là, nous, on fait quoi, là? Bah, nous, on fait l'éloge de notre alliance avec notre bas ventre. Bas ventre. Voilà. On va aller loin, hein. Et ce qui est marrant, c'est pourquoi vous continuez à vous laisser éduquer dans cette mentalité-là. Vous valez bien mieux que ça. Hein, Dieu, il vous a fait normalement avec l'Esprit Saint. Vous valez... mais les pays d'Europe, ils valent bien mieux que ça. Hein, les baptisés, ils valent bien mieux que ça. Et tous les gens qui arrivent en France, ils méritent bien mieux que cette culture-là à apprendre. Non? Encore quand on est entre nous, en France, bon, la majorité des gens, ils savent, c'est de la connerie, tout ça. Bon. Alors, on se le dit entre nous, bon, voilà, et puis on le laisse faire. Mais là, à l'heure où il y a des gens qui viennent, qui connaissent pas notre culture, hein, et ils vont croire que c'est ça notre culture. Ils vont pas pouvoir nous respecter à notre juste valeur. C'est ça le plus embêtant. Donc moi, c'est quelque chose que je ne peux pas tolérer. Je peux pas tolérer ça. Parce que, alors, excusez-moi, hein, mon vernis, je me mange un peu le vernis, donc c'est pas très beau, mais bon, voilà, c'est désolé. Hein. Alors... La libido correspond en effet aux répercussions psychiques ou affectives, la plupart du temps inconscientes du sexuel. Voilà, c'est fort. Hein. Alors, au moins, c'est bien, ils reconnaissent que ça a des répercussions psychiques ou affectives. Donc là, au moins, on pourra prendre cet argument-là quand ils font la sexualité aux enfants dès la maternelle. On pourra leur dire, attendez... Il y a des répercussions psychiques et affectives, la plupart du temps, hein, quand même. Inconscientes, si vous voulez, mais quand même. Donc, il faudra arrêter de raconter n'importe quoi aux gamins. Parce que si déjà dans la discipline artistique, vous dites que, effectivement, les artistes, eh ben, en fonction de leur libido, eh ben, ils produisent des œuvres plus ou moins inspirées, on va dire. Eh ben, alors, faites gaffe aux gamins, non ? Voilà, et la psychanalyse s'intéresse avant tout au libidinal. Mais alors pourquoi les gens continuent d'envoyer leurs gamins là-bas? Faut arrêter. C'est-à-dire à cette dimension psychique inconsciente du sexuel. Voilà. C'est grave quand même. C'est grave. Et là, quand même, on vous dit, mais il faudra toujours entendre sexualité psychique. C'est-à-dire libido. Ça veut dire le fantasme, quoi, l'âme. Voilà. On attaque votre âme. La psychologie, la psychanalyse attaque l'âme, attaque la spiritualité, ça attaque la religion, ça attaque la dignité humaine, ça attaque la conscience, tout simplement, la liberté de conscience de chacun, en se mettant à la place de la conscience elle-même, en prétendant pouvoir la juger. C'est quand même une monstruosité. Alors écoutez, regardez, ça continue, hein, les absurdités. La sexualité ne n'est pas toute faite à la puberté. Elle se développe, évolue selon une série d'étapes ou phases. La sexualité, elle n'est pas à la puberté, la sexualité. Bah si, hein, je suis désolée. Hein. Et après, c'est une... Voilà. Parce que le problème, c'est pas de dire que ça évolue en étapes ou en phases. Parce que dans la vie, c'est sûr que vous avez, vous avez différentes épreuves durant votre vie. Mais le problème, c'est les phases et les étapes que eux décrètent. C'est-à-dire le stade oral et tout ce qui s'en découle.
Hein. Ça veut dire, comment, c'est tout ce qui est les lèvres, la langue, le fait de sucer, tout ça. Et dans notre société, on retrouve énormément de connotations par rapport à ça, même dans les chansons. La dernière fois, là, l'autre, là, il y a quelques temps, qui chantait la sucette à l'anis, hein? Ça vous dit rien, ça, cette chanson? Excusez-moi, je connais pas l'air, parce que voilà, mais la sucette à l'anis, ça vous dit rien, ça? Hmm. Voilà. Et dès le nourrisson, dès la phase, dès la naissance, ça attaque le. Voilà. Et c'est marrant parce que on attaque le fait que le nourrisson suce le sein de sa mère. Et en parallèle, dans ces années-là et dans les années qui suivent, on a un développement du traumatisme chez les femmes de l'allaitement. Et elles arrêtent d'allaiter leurs enfants. Ce qu'il y a de plus naturel quand même, hein. Un moment, je sais pas où elles sont les nanas. Je sais pas où vous êtes les filles. Je sais pas, mais je sais pas. Moi, j'ai des copines, elles allaitent pas leurs enfants, mais je comprends pas. Je comprends pas. J'ai beau leur dire, j'ai beau leur expliquer, j'ai beau... Non, elles veulent pas. Non, non, non. C'est plus sain de donner des produits industriels à son enfant qui vient de naître. Voilà. C'est plus propre, c'est plus sain, c'est... Ah bon? Ah bon? D'accord. Dieu, il a fait en sorte que tu puisses créer la nourriture de ton enfant jusqu'à l'âge de 2 ans. Mais toi, tu vas acheter, tu vas perdre de l'argent et tu vas lui donner de la merde en plus. Et tu veux pas te remettre en question? Bravo, hein. Assez fort, hein. Assez fort, hein. Moi, je vous dis, au niveau même parent, si en tant que parent, on n'est pas capable de se remettre en question, je trouve ça grave quand même, hein. Je trouve ça grave. Et surtout, tout ça n'a absolument aucune preuve. Alors, Freud énonce que la première satisfaction est une pure satisfaction du besoin, mais le plaisir de cette première satisfaction est mémorisé de telle sorte que la deuxième demande de satisfaction du besoin sera en même temps une demande de satisfaction du désir d'éprouver à nouveau le plaisir lié à la satisfaction du besoin. Il y aura peu à peu distinction entre besoin et désir et autonomisation du désir. Moi, non, mais c'est du charabia. C'est du charabia. Freud, c'est vraiment une catastrophe, hein, parce que je comprends pas comment des générations entières ont pu se faire berner par cette personne. Sachant en plus tout le fanatisme qu'il y a eu autour de cette personne. Le stade anal, pareil. Et ça concerne toujours les enfants. Hein, l'apprentissage du pot, tout ce qui est l'excrément, le caca, voilà. Voilà. Alors, vous comprenez après pourquoi vous avez des artistes qui créent avec de la merde. Oui, 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 oui. Je suis désolée, hein, c'est pas moi qui fais les sujets. Malheureusement, comme je vous ai dit dans une autre diapo que vous avez peut-être eu ou pas encore, c'est pas moi, hein, qui fait les sujets, c'est pas moi qui fais la société. Je ne suis que l'élément de la société et du coup, je représente l'élément de ma société. Hein. Voilà. Le deuxième stade de la libido correspond à la période de l'apprentissage de la propreté, donc de l'apprentissage de la maîtrise des sphincters. Alors, ils vous disent propreté là pour faire bien, mais en fait, voilà, l'apprentissage de faire caca. Voilà. Donc, au lieu de vous dire 2 ans, c'est l'âge où vous apprenez la raison, vous apprenez à lire, vous apprenez à parler, vous apprenez à compter. Et ouais, il y a des enfants à 2 ans et demi qui sont capables de vous raconter les fables de La Fontaine. Donc, il va falloir se remettre en question par rapport à d'autres enfants qui, à 6 ans, ne parlent toujours pas. Donc, c'est bien qu'il y a un problème quelque part dans notre société. Il y a un énorme écart qui est produit du fait de la surmédicamentation des enfants. Et des parents et des femmes enceintes et tout. À part ceux qui ont échappé à ça et qui refusent tout ça et qui ont des progénitures qui s'en sortent un tout petit peu mieux. Mais c'est honteux d'avoir laissé les enfants à la merci de ces idéologues-là. Et on le voit encore aujourd'hui, après le stade phallique, hein, tout ce qui est avec le pénis. Voilà. Ce n'est que à base de ça, hein. Alors, c'est ce que je vous disais dans la diapo juste avant, c'est que par contre, le mythe d'Oedipe n'est pas retransposable à la femme et à la fille. Et là, le cours lui-même le dit, Freud,
s'est lui-même rendu compte que le scénario oedipien des filles ne pouvait être calqué sur celui des garçons. Hein? Ah ouais? Et ouais, vous avez pas de pénis, vous faites comment? Hein? Vu que c'est dans le processus phallique. C'est embêtant, quoi. Hein? Bah, c'est pas grave, le 22e siècle, 21e siècle, 22e siècle risque probablement de résoudre ce problème, vu qu'ils veulent nous implanter des pénis à tout le monde. Ou alors, sinon, enlever le pénis des mecs. Alors, c'est chaud quand même, c'est chaud. Moi, personnellement, j'ai pas envie d'avoir un pénis, quoi. Et j'aimerais bien que les mecs, ils gardent le leur. Ça serait bien, quoi. Jusqu'à présent, ça nous a bien servi quand même. Donc, ça serait bien de continuer à faire comme faisaient nos parents, non? Au lieu de faire des enfants de manière stérile. Hein, tout simplement parce qu'en réalité, ben, les gens dans cette société, ils ont tous des problèmes psychologiques à cause de gens comme ça qui leur ont inventé une fausse psychologie, une fausse analyse d'eux-mêmes, une fausse instruction de l'âme. Voilà, c'est ça qu'apporte en fait la loi de 1905. C'est que les gens, au lieu d'avoir une instruction spirituelle pour donner un cadre à leur âme, eh ben, ils ont les théories d'autres êtres humains. Voilà. Qu'elles soient bonnes ou fausses, peu importe. Et alors là, on a encore des citations mais de gens qui sont complètement tordus. Hein, mais complètement tordus. Hein. C'est cette femme-là, pour Antoinette Fouque, la notion d'envie de pénis ne serait que le cache d'une envie d'utérus primaire chez les hommes. Hein. Alors vous, les mecs, en fait, vous avez une envie d'utérus primaire. Hein. Vous avez envie d'un utérus. Si, vous avez envie. Hein. Et nous, on a envie d'avoir un pénis. Hein. Ouais. Sûrement, ouais. C'est bien la dernière chose dans ma vie que j'ai envie d'avoir. Hein. S'il y a bien un truc que je me suis toujours reconnue, c'est au moins ça, quoi. Et la fierté de ça, quoi. C'est d'être une femme. Parce que moi, un mec, j'aurais pas pu, quoi. Non, je suis désolée. Les hommes, ils peuvent... Enfin, non, moi, j'aurais pas pu être un homme. Non. Non. J'ai réfléchi, mais j'arrive pas à en sortir, en fait. Donc, le stade génital, après... Donc, élaboré par Antoinette Fouque. Hein, voilà. C'est un scandale. Des gens qui n'ont rien prouvé, qui n'ont aucune preuve de rien. Et après, toutes les expérimentations que ça a entraîné, ça. Hein. Et ensuite, toujours la même chose. On confond la création et la raison, par exemple. Des êtres humains, des êtres voués à la création. Ouais, mais la création, si c'est toujours une création sans raison, c'est pas de la création humaine. C'est pas de la création saine. C'est de la destruction. Notre déficience instinctuelle nous ouvre un potentiel créatif indéfini. Si vous avez compris ou pas? Si l'adaptation animale au milieu représente un privilège considérable, notre déficience instinctuelle nous offre un potentiel créatif indéfini. Ouais, donc en fait, vous voyez, c'est le problème. Il nous compare à l'animal pour nous dire que nous, on est meilleur parce que du fait de notre faiblesse par rapport à l'animal, eh ben, on va créer. Mais ça ne marche que si on est dans le mythe d'un homme sauvage ou d'un bon sauvage qui vit dans la forêt, dans le sauvage dès le début de sa vie et qui est comparé au cycle animal. Donc dans leur théorie évolutionniste, etc. Mais dans la vraie raison du monde, l'humain, il a déjà tout ce dont il a besoin pour vivre. Et c'est comment dire, et on peut pas comparer ça comme étant une faiblesse par rapport à l'animal. Parce que c'est pas une faiblesse par rapport à l'animal, c'est juste deux choses qui sont totalement différentes. C'est comme si, on le dit, on ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes, c'est exactement pareil. On peut pas comparer un animal et l'être humain. Et toutes ces théories-là qui veulent faire croire que l'homme est un animal, que... Mais attendez, mais à un moment, faut arrêter. Bon.
L'humain, il a rien à voir avec un animal, justement, parce il est complètement composé par un contrôle de son corps. L'humain, s'il veut, il peut arrêter de manger. Hein. Il peut mourir de faim. Un animal dans la nature ne se laissera jamais mourir de faim. C'est impossible. Sauf que les êtres humains, aujourd'hui, ils ont perverti les animaux. Ils leur ont même appris à faire des choses avec des ordinateurs. Ils leur ont appris. Arrêtez de croire que l'animal a des capacités extraordinaires. C'est condensé c'est appris sur des réflexes, sur les réflexes de Pavlov. Tout ça, il faut le dire, il faut absolument le verbaliser parce que même si pour l'instant ça nous paraît encore comme relevant du bon sens, bientôt il y a plein de générations pour lesquelles ça sera même pas du bon sens. Et vous voyez ce que je vous disais, c'est que la psychanalyse ne se base que sur des mythes. C'est que là, par exemple, on vous propose pour expliquer tout ça le mythe célèbre, le mythe de Prométhée. Rend compte de la déficience humaine initiale de la manière suivante. À l'origine, les dieux chargèrent deux frères, Prométhée et Épiméthée, de distribuer aux animaux et aux êtres humains leurs moyens de survie. Épiméthée voulut faire la distribution tout seul. Il rivalisa d'imagination et d'ingéniosité pour doter les animaux d'ailes pour s'enfuir, de sabots pour courir, de griffes et de dents pour attaquer leur proie, de fourrures épaisses pour se protéger contre le froid. En outre, Épiméthée augmenta la fécondité des espèces disséminées par les animaux prédateurs pour compenser les pertes. Bref, le monde animal fut un véritable chef-d'œuvre. Mais est-ce que là, ils ne sont pas en train de faire un énorme blasphème par rapport à la Genèse, en proposant un mythe antique détruit par Dieu à la place, pour le remplacer à la place de la Genèse, dans une civilisation chrétienne, et personne ne bouge. Marion, je sais pas. Moi, je trouve ça vraiment triste. Parce que en fait on est face à un remplacement culturel, voilà. Et vous en avez les preuves au quotidien, et ce cours n'est que ça, à base de blasphème, de remplacement conceptuel, de définition, hein. C'est une catastrophe. Et vous voyez, ça continue dans un dénigrement de l'être humain. Au lieu de nous élever et de nous faire maître par la raison du monde et par la sagesse, eh ben, ils nous font quoi? Ils nous rabaissent en élevant l'animal, tout en détruisant l'animal, en l'utilisant comme cobaye dans leurs expériences. Donc imaginez si vous êtes plus bas qu'un animal dans leur théorie, ce que ça donne. Il existe bel et bien un écart entre l'adaptation instinctuelle animale et l'inadaptation humaine originelle. L'inadaptation humaine originelle. Vous vous rendez compte ce qu'ils vous apprennent, que vous êtes inadapté au monde de manière originelle, alors que c'est tout l'inverse que Dieu vous dit. Il vous dit au contraire, j'ai créé un monde et j'ai créé ce monde pour te mettre dedans. Donc on n'est absolument pas inadapté à ce monde, au contraire, on est relié à ce monde, on n'a pas d'autre monde en tant qu'être humain. Alors pourquoi ils font ça? C'est pour construire toute leur théorie autour de la créativité. Comme ça, ils justifient la notion de créativité. L'être humain est effectivement marqué par la néothénie, à savoir une persistance tout au long de sa vie de cette prématuration constitutive, ce qui expliquerait à la fois notre fragilité et notre créativité. Notre fragilité, vous vous rendez compte? Parce qu'ils nous mettent dans la situation d'un homme face à un mythe sauvage. Le mythe du XVIIIe siècle. Alors le plus fort, c'est quand même la définition qu'il donne à l'artiste et au créateur. Le créateur serait ce nomade. Donc effectivement, dans le sens de nomade, moi oui, je suis d'accord. Parce que ça fait bien longtemps que l'artiste, il a perdu son domaine. Il se retrouve comme un vagabond, c'est vrai. En dehors de tout canon, en dehors de tout repère, il a perdu son monde, l'artiste. Le créateur serait ce nomade, porteur des mémoires de l'origine inconnue, du temps archaïque,
du temps d'avant le langage. Alors c'est quoi en fait? Il vient de la préhistoire, c'est ça? Nous l'avons tous et toutes éprouvé, dans nos sens à l'état d'ébauche. Ah bon? C'est un postulat, hein? C'est prouvé où ça? C'est prouvé où? Que nous avons tous éprouvé l'impression d'être nomades et porteurs d'une origine inconnue. Tout est dans la déconstruction. Nous avons vécu préverbalement des expériences, par définition impossibles à dire. L'artiste épuise sans doute l'énergie de ses réminiscences, les plus énigmatiques, car ce que nous avons vécu hors langage est passé comme si nous ne l'avions pas vécu. Vous vous rendez compte, ça ne veut rien dire. Non seulement ça ne veut rien dire, mais en plus ça incite à la déconstruction de l'individu, de l'identité et de l'histoire même de la personne. Vous n'avez pas d'origine, vous n'avez pas de langage, et tout est énigmatique. Donc vous êtes en dehors de la raison. Donc vous comprenez maintenant pourquoi l'art en est là. Et toujours en se dédouanant quasiment de la création, tout en voulant revendiquer toute la gloire. C'est très paradoxal. Regardez, l'inspiration créatrice, une force énigmatique qui semble extérieure au créateur. D'accord, ok. C'est particulier quand même, hein. Parce que ils reconnaissent jamais en fait une force extérieure comme émanant de Dieu. Donc c'est bizarre de vouloir faire advenir l'inspiration créatrice d'une force autre et d'une force extérieure. Parce que normalement, dans la théorie freudienne, au contraire, justement, l'inspiration ne vient que de nous-mêmes. Elle ne peut pas venir d'ailleurs, vu qu'il n'y a pas d'ailleurs. Vu qu'il n'y a pas de Dieu. Donc sinon, elle vient du diable alors. Moi, je suis d'accord. Et regardez juste après, qu'est-ce qu'ils mettent? Dans la mythologie grecque. Voilà. Encore et encore, la déconstruction de la croyance chrétienne. Hein, en faisant référence